On peut avoir un débat idéologique avec Salvini, c'est pas le problème. D'ailleurs, il y a des partis politiques qui répondent à Salvini. Il y a une confrontation démocratique qui se fait, je veux dire, y compris en France. Non, mais je veux dire, le débat populiste, mondialiste, tout ça existe. Je veux dire, Macron-Le Pen, il y a bien eu un débat. Enfin, que je sache, c'est pas quelque chose que j'ai rêvé. Donc la question n'est pas la mise en scène du débat démocratique. Elle est de fait effective. Elle est est-ce que oui ou non la démocratie est là pour servir, moi je pensais que c'était ça, les intérêts du plus grand nombre et spécifiquement des plus modestes. Moi je pensais naïvement que c'était ça. Bon, on a effectivement un agenda qu'on n'avait pas prévu. Moi par exemple dans les années 80-90, je ne travaillais que sur la question sociale. Je vous assure, j'étais peinard. J'étais adoré de tous mes potes de gauche, etc. Je pouvais faire tous les débats. C'était à qui allait sur le discours le plus social possible, etc. C'était très confortable. Sauf que je travaille tous les jours sur la question de la catégorie populaire, etc., notamment en banlieue, etc. Bon, bref, et je suis bien obligé de constater qu'à un moment donné, soit tu travailles sur les classes populaires dans leur ensemble et dans leur complexité, c'est-à-dire que ça va du social à l'identitaire, parce que là encore, il y a un faux débat. C'est pour ça que ce débat idéologique me gêne. Il y aurait d'un côté les identitaires et de l'autre ceux qui seraient du côté du social, ce que vous me disiez sur l'idéologie islamiste. C'est complètement débile, pardon, mais nous sommes des individus complexes, tous, je veux dire, classe populaire, catégorie supérieure. Les individus se déterminent sur des sujets multiples. Le chômage, le taux de pauvreté, leur niveau de vie, etc. Mais aussi leur environnement culturel, mais aussi ce qu'ils ont envie pour l'avenir, pour leurs enfants, pour eux-mêmes, etc., etc. Donc ils sont, eux, dans cette complexité. Et je rappelle quand même l'extrême calme et subtilité des classes populaires depuis 30 ans sur toutes ces questions sensibles de l'immigration, de l'islam, j'en passe et des meilleurs. Que je sache, nous ne sommes pas dans un pays à feu et à sang, il n'y a pas eu de guerre civile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que après chaque attentat, j'ai pas vu des mosquées qui ont cramé, etc., etc. Les gens sont d'un calme absolu. Pourquoi ? Parce qu'un individu, qu'il soit en haut ou en bas, a priori, n'a pas envie de guerre, de violence, etc., etc. Il veut simplement ce que souhaite d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est très important aussi on peut parler du populisme en Europe, mais il faut ramener toutes ces questions-là à l'échelle presque mondiale. Moi, ce que j'essaie de faire dans cette question du rapport à l'autre, qui est la question dynamite, vraiment, voilà, en gros, ce que vous me disiez tout à l'heure, es-tu raciste ou pas raciste, xénophobe ou pas xénophobe ? Là, c'est même plus la peine. C'est pour ça que je ne vais pas dans les débats c'est pas ce que je disais. Non, mais j'avais compris. C'est juste une petite provocation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, on le voit, les gens sont d'une extrême subtilité et on a des débats idéologiques qui ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est très bizarre, c'est que en fait, ceux qui sont là pour calmer le jeu ne le calment pas. Mais justement, parce que vous-même dans votre livre, on peut vous reprocher de désigner alors un ennemi. Tout à l'heure, quand Raphaël parlait de Bobo, on peut le citer, c'est une figure parmi d'autres d'ailleurs et qui ne résume pas les bourgeoisies dont vous parlez et ceux du monde d'en haut. Mais est-ce que vous n'en faites pas justement un ennemi de classe du bourgeois, justement, celui qu'il faut désigner à la vindicte populaire? Déjà, si vous m'avez lu, vous avez vu que effectivement... les bobos font partie de ce monde en haut, mais il y a aussi la bourgeoisie traditionnelle. D'ailleurs, les bourgeoisies ont fait front commun avec Macron. Je veux dire, faut quand même. Moi, je crois beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de postures là-dedans. On l'a vu d'ailleurs pendant les élections. Vous aviez la bourgeoisie de gauche avec un vernis social, et puis la bourgeoisie de droite avec un vernis identitaire. Ils se sont tous rassemblés. Versailles, manif pour tous, a voté Macron en masse. Donc, mais vous désignez des ennemis de classe. Oui, alors. Si vous voulez, le grand phénomène le grand processus de la mondialisation réinstalle le conflit de classe. C'est-à-dire qu'on pensait, effectivement, le concept de classe moyenne, c'était les 2 Français sur 3 de Giscard, c'était en gros, on est tous classe moyenne, de l'ouvrier au cadre supérieur, etc. Puis on est dans une phase d'ascension sociale. Tout ça a explosé ces 30 dernières années, et on a une recomposition de classe avec une nouvelle bourgeoisie, très grande, très vaste, très diverse, etc. et un nouveau prolétariat. La grande difficulté, c'est que ce prolétariat n'a pas... 60% de la population, c'est mais ce nouveau prolétariat n'a pas conscience d'être un prolétariat. Mais par contre, et c'est pour ça que vous avez des catégories très très différentes là-dedans. Vous avez du petit paysan qui hier était à droite, qu'on classait à droite, l'ouvrier qu'on classait à gauche, etc. Mais petit à petit, ces gens ont une perception commune de ce qu'est la mondialisation. Et la difficulté, c'est qu'ils ne sont en réalité représentés par personne. Parce qu'on parle des populistes, mais les populistes, c'est quoi ? C'est se servir, par exemple, du Brexit
pour dire quelque chose, mais les gens vont choper tout ce qu'ils peuvent. Actuellement, l'offre politique est très faible. Moi, ce que je voudrais, c'est que tous ces sujets soient repris par tous les partis, de gauche comme de droite. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, on peut signer l'acte de décès de la classe moyenne occidentale? On peut vraiment dire que ça y est, c'est fait? Si, alors, il y a une pirouette intellectuelle qui est toujours de dire, ça dysfonctionne, quand ils veulent bien le dire que ça dysfonctionne, mais attention à la marge. Alors, à la marge, ça a été la classe ouvrière. On nous a dit les restructurations industrielles. Sacrée marge, oui. Promis, craché, juré. Bon, ça va dysfonctionner dans le nord et dans l'est de la France ou dans la Rust Belt américaine, mais vous verrez, ça n'ira pas plus loin. Ouais. Et puis, à la fin, les gens arriveront à retrouver du boulot, ils vont se former, la formation. On rappellera simplement que les Moulinex dans le département de l'Orne n'ont jamais retrouvé de boulot. C'est-à-dire que bon, alors il y a eu la classe ouvrière. Et puis bon, après on s'est dit finalement ce n'est que la classe ouvrière. Finalement, oui, qu'est-ce qu'on enterrait comme culturellement, politiquement, idéologiquement. Bien sûr. La classe ouvrière. Pour la gauche et notamment le Parti communiste, ça a été catastrophique, évidemment. Mais on s'était dit c'est une catégorie. Finalement, la division internationale du travail fait qu'on a remplacé l'ouvrier européen, américain par l'ouvrier chinois ou indien. Bon, c'est comme ça, c'est le sens de l'histoire, voilà, la marge des choses, etc. Bon, ok. Et puis après, on a eu d'autres territoires qui ont commencé à dysfonctionner, territoires ruraux. Alors, oui, mais bon, c'est pas très grave, les ruraux. Regardez, ça ne représente que 10% de la population. Bon, alors 10%, on sait pas pourquoi 10%. Allez, d'ailleurs, mais bon, voilà, 10%, c'est pas très grave. Après, on a eu, je dis toujours, on est passé du florange de la classe ouvrière au florange de la paysannerie, c'est-à-dire que les paysans. Oui, alors effectivement, les paysans, il y a de moins en moins d'exploitation, ils ont de moins en moins de revenus, ils se suicident, mais bon, allez, c'est pas très très grave parce que c'est la marge de l'histoire. C'est encore la marge de l'histoire, etc. Ouais. Et puis on a eu des petites professions du tertiaire, des employés, artisans commerçants, des artisans commerçants, bien sûr. Ouais. On a aujourd'hui beaucoup de gens, alors dans d'autres pays, par exemple les retraités. Alors les choses fonctionnent différemment en fonction des contextes. France est à providence important, donc vous avez un matelas social qui est ce qui n'a pas été le cas par exemple en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, les retraités se sont fait fracasser en même temps que la classe ouvrière. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils ont voté Brexit, contrairement à ce qui s'est passé en France. Donc on voit bien qu'en fonction des contextes nationaux, vous avez une classe moyenne, parce que quand on met bout à bout les ouvriers, les paysans, les petites gens, les territoires ruraux, les territoires industriels, on met plus, on se rend compte que finalement ça fait une majorité. Ça fait une majorité de ce qu'était hier la classe moyenne. Ce qui pousse la vague populiste depuis 20 ans, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. C'est précisément ça. C'est-à-dire c'est cet énorme événement, ce grand secret de la mondialisation, la disparition de la classe moyenne occidentale. C'est-à-dire que les gens ont compris que ils allaient avoir du mal à s'intégrer économiquement, que l'ascension sociale n'était plus assurée ni pour eux ni pour leurs enfants, et qu'en plus leur statut, de référent culturel est remis en cause. Oui, leur même statut d'habiter quelque part, aller quelque part, vivre quelque part. Oui. Donc ils nous disent la même chose depuis 20 ans. Ils hurlent la même chose depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, on nous explique que ces gens sont irrationnels, un peu stupides puisqu'ils n'ont pas fait d'études, etc. Mais ça vous gêne pas le mot populiste, franchement, Christophe Guilluy. Enfin, oui, ça me gêne pas, ça me gêne pas, mais il veut rien dire. Mais évidemment que ça veut rien dire. Ça, on a trouvé cette technique populisme, ça veut dire fasciste derrière ou raciste, etc. Bon, la technique d'ostracisation est toujours la même. Alors, on fait croire qu'on ostracise les partis dits populistes. À la limite, ce serait pas très grave. On peut ostraciser les gens, c'est le débat politique. On s'engueule, etc. Bon, ça me va. La vraie réalité, c'est qu'on n'ostracise pas du tout ni les tribuns populistes ou les intellectuels réactionnaires. À la limite, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Ce qu'on ostracise, c'est le peuple lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, l'objet du discours autour du populisme,
c'est de délégitimer un diagnostic que font les gens, un diagnostic rationnel. Parce que je rappelle quand même que, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui, si vous prenez la classe ouvrière ou les catégories populaires, elles ont joué le jeu de la mondialisation. Même en France. Faut le rappeler, ça. Mais bien sûr, elles ont joué le jeu de l'Europe. Les gens ne se sont pas réveillés du jour au lendemain en disant non, je suis contre l'Europe ou je suis contre la mondialisation. Non, elles ont joué le jeu de l'Europe. Elles ont joué le jeu d'ailleurs aussi de l'adaptation de leurs conditions de travail. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que on a toujours le nez rivé. Là encore sur les classes moyennes supérieures en disant ça va pas si mal, mais les gens ont joué le jeu, ils ont joué le jeu de la précarisation de l'emploi, ils ont la désindustrialisation, ils ont l'accepté, bien sûr. Enfin, ils ont joué le jeu, pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit ok, on nous vend un modèle, on n'est pas a priori contre, mais prouvez-nous que ça marche. Et aujourd'hui, elles font bêtement le constat que ça ne fonctionne pas. Et c'est bien un changement de paradigme auquel on assiste. Les gens en font le diagnostic et aujourd'hui vont choisir évidemment tout parti qui va contester effectivement ce modèle mondialisé et évidemment culturellement le multiculturalisme qui va avec, puisque évidemment on est dans des sociétés qui sont de fait aujourd'hui multiculturelles. Mais on voit bien ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde, c'est que on croit pouvoir traiter ça par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire question par exemple de l'immigration, ou alors question de la désindustrialisation, ou des services publics dans le rural, etc. Mais non, c'est un tout. Là encore, ce qu'il faut pas oublier, c'est un changement de politique globale. Bien sûr, ce qui porte aujourd'hui tous les mouvements populistes, c'est une sociologie. Regardez partout, que le pays soit riche ou pauvre, à l'est ou à l'ouest. Ce sont les mêmes catégories. Donc ouvriers, employés, vous allez retrouver les mêmes. Bref, les petites gens, les catégories modestes, celles qui étaient au cœur de la classe moyenne. Les gens de peu dont parlait Pierre Sanso. Oui, bien sûr. Et une géographie. À chaque fois, vous avez les territoires les plus à l'écart des zones les plus dynamiques, donc des grandes métropoles. Vous allez retrouver les zones rurales, de petites villes, de villes moyennes. À chaque fois, c'est-à-dire que c'est mondial ça. Et c'est mondial, c'est-à-dire que vous prenez par exemple, je sais pas, l'Allemagne très riche, des indicateurs économiques formidables, rien à voir avec la France, taux de chômage bas, excédent commercial, j'en passe et des meilleurs. Et pourtant, quand vous regardez les cartes du vote populiste en Allemagne, alors ça va être l'Allemagne de l'Est. Territoire peu dynamique, désindustrialisation, beaucoup de classes populaires, etc. Mais même vous prenez une région très riche, la Bavière. Oui, même chose. Vous allez retrouver aussi cette sociologie. On l'a vu avec les effectivement, le niveau de vie est supérieur, mais qui va voter AfD en Bavière? Essentiellement des petites villes, des zones rurales autour de. Alors comment vous expliquez ici, on le sait que l'immigration est devenue l'un des invariants les plus forts de cette vague. C'est vrai que ce soit en Amérique, on l'a vu dans le discours de Trump, que ce soit au Québec. On a vu les élections du Québec. Personne ne s'attendait à ce que les partis traditionnels au Québec. On l'a vu en Italie. On voit ce qui se passe en France aujourd'hui. L'Europe de l'Est, n'en parlons pas. C'est quand même devenu l'élémentaire commun. Bien sûr, alors. Parce qu'on est encore plus déshabité, déréférencé. Alors, c'est un dénominateur commun avec une sociologie, là encore. Faut jamais oublier que, vous avez un vote populiste s'il y a insécurité sociale et insécurité culturelle. Quand vous n'avez que l'insécurité sociale, ça ne fait pas du vote populiste, ça fait éventuellement de l'extrême gauche. Et quand vous n'avez que de l'insécurité culturelle, je sais pas, ça va faire du Fillon et pas du Le Pen. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment aussi sur des logiques. C'est mariage pour tous, mais j'ai pas de problème économique. C'est-à-dire que oui, on a vu le vote Macron qui était quand même, une espèce de front des bourgeoisies, de droite et de gauche, etc. Donc tout ça existe. Alors pourquoi ce sont les catégories populaires? Réponse, on va dire du magistère des bien-pensants, ou des prétentieux, enfin bon, peu importe, ou des bien-pensants. C'est ces gens sont débiles, ils n'ont pas fait Sciences Po et l'ENA, donc forcément ils comprennent rien. Ou alors ils sont emportés par des tribuns populistes. Moi, ça j'adore. En gros, Zemmour est au cœur du vote populiste. Quoi. Je veux dire, c'est absolument stupide. Ça ne marche pas comme ça. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils réagissent comme ça? Donc il y a à l'immigration et au reste. Il y a dans ces milieux populaires une insécurité culturelle qui est d'autant plus forte. Pourquoi? Parce que ce sont les catégories qui n'ont pas les moyens de la frontière invisible avec l'autre. Alors c'est un point fondamental, c'est-à-dire que en réalité la question de l'immigration, elle est ultra consensuelle.
tout le monde pense à peu près la même chose. Après, il y a les postures, selon qu'on est en haut, en bas, etc., etc. Mais sur le fond, vous avez des sociétés qui sont de fait devenues multiculturelles. Qu'est-ce que c'est que la définition d'une société multiculturelle ? Alors là encore, il y a plein de définitions, mais on peut dire que c'est une société où l'autre ne devient pas soi. L'autre reste différent. Voilà, l'autre reste différent. Donc, quand l'autre ne devient pas soi, j'ai besoin de savoir combien va être l'autre dans mon immeuble, dans mon village, dans ma ville, etc., etc. Parce que moi, je veux rester moi. Voilà, c'est-à-dire que les gens, globalement, ne veulent pas devenir minoritaires sur un territoire donné. Alors, évidemment, on vous rétorque, ah oui, alors ça, c'est le refus de l'autre. Non, c'est pas le refus de l'autre, on peut laisser la porte ouverte, on peut intégrer, etc., etc. Et puis surtout, ce mouvement, il est absolument universel. Je vous parle d'universalisme quand je vous parle du rapport à l'autre. Vous allez retrouver exactement les mêmes logiques un peu partout en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire que, effectivement, quand on a peu, on n'a pas les moyens de la frontière invisible. Donc, ce qu'ont les catégories supérieures, qui donc du coup peuvent continuer à nous vendre l'open society et avoir leur citadelle, et être dans leur forteresse. Bien sûr, c'est-à-dire que les gens qui vendent le plus l'open society, qui est pour moi le grand fake news de la mondialisation, l'open society, c'est le concept génial, etc. L'open society est vendu par des gens qui sont le plus dans le grégarisme social, le plus dans ce que j'appelle les nouvelles citadelles, c'est-à-dire les grandes métropoles, le plus dans le contournement de la carte scolaire, le plus dans les choix résidentiels qui vont faire que de toute façon, ils n'ont pas besoin d'un État fort pour réguler. Donc ils peuvent se permettre de tenir le discours qui est quand même beaucoup plus sympa et qui vous permet d'avoir une supériorité morale. Alors que toute cette question-là est forcément gérée différemment quand vous avez peu. Parce que quand vous avez peu, vous avez besoin qu'un État régule. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver la conscience du peu, Christophe Guilluy.